L'asphalte de l'aéroport d'Orly renvoyait une chaleur dense sous le soleil de fin d'après-midi. Camille Morel avançait d'un pas calme mais assuré, les talons légèrement enfoncés dans cette étendue brûlante. Vêtue d'un tailleur beige simple, ajusté sans ostentation, elle ne cherchait pas à en imposer. Et pourtant, on sentait que chaque geste, chaque mouvement avait un but précis, une direction. Derrière elle, 2 agents de sécurité suivaient en silence, habillés de sombre, fusillant du regard le moindre passant trop curieux. Devant le jet privé, moteur chauffé, prêt au décollage, un homme se tenait droit, les bras croisés, grand, cheveux poivre et sel, visage figé dans un effort de neutralité qu'il n'assumait pas bien. C'était Lionel Arnaud, pilote d'expérience, connu pour sa rigueur mais aussi dans les couloirs, pour ses jugements rapides. En voyant Camille, il fronça légèrement les sourcils, puis, sans même saluer, déclara d'une voix plate « Cet avion est réservé pour une femme d'affaires importante. » Camille s'arrêta à 1 mètre de lui, sans afficher la moindre émotion, ni surprise, ni colère. Elle ouvrit tranquillement son sac en cuir souple, en sortit un fin étui noir et tendit à Jérôme Castaneda, le directeur des opérations de l'aéroport, une tablette avec les autorisations officielles. Jérôme la reconnut immédiatement. Il devint pâle, jeta un regard vers le pilote et réagit sans hésiter. « Monsieur Arnaud, vous pouvez vous retirer immédiatement. Vos services ne sont plus requis à partir de maintenant. » Le silence tomba lourd sur le hangar. Même les moteurs semblèrent se calmer. Le regard de Lionel vacilla. Son monde, basé sur une hiérarchie tacite et des attentes bien ancrées, venait de s'effondrer d'un coup sec. Il ne comprenait pas comment cette femme qu'il avait catégorisée sans plus y penser venait de redéfinir les règles. Camille ne dit rien de plus. Elle monta calmement les marches de l'avion, comme si tout cela n'avait pas eu lieu. Ce jour-là, quelque chose se brisa en Lionel, mais une autre chose commença à émerger. Une remise en question, lente mais réelle. Pour Camille, ce n'était qu'un obstacle de plus, balayé par la fermeté d'un quotidien qu'elle refusait de justifier à quiconque. Mais sans le savoir, elle venait de changer 2 trajectoires en un seul geste. Assise seule dans le jet qui prenait lentement de l'altitude au-dessus de Paris, Camille fixait le ciel d'un bleu presque blanc à travers le hublot. Elle ne regardait pas vraiment les nuages. Elle pensait. L'épisode sur le tarmac restait dans sa tête comme une égratignure qui pique un peu plus longtemps que prévu. Ce n'était pas la première fois. Et au fond d'elle, elle savait que ce ne serait pas la dernière. Ce n'était pas le choc de l'injustice qui la travaillait, mais plutôt cette longue fatigue d'avoir à prouver encore et encore qu'elle avait sa place là où elle était. Depuis qu'elle avait gravi les échelons et fondé Mosaïque, un réseau d'entreprises spécialisées dans la transition énergétique, et attiré l'attention à l'international, les regards suspicieux s'étaient fait plus discrets, mais pas moins présents. Parfois, le silence en disait plus que 1000 mots. Un geste, un froncement de sourcils, un ton légèrement condescendant. Tout cela formait une toile invisible mais solide qu'elle devait sans cesse déchirer. Et même si elle le faisait, sans bruit, cela n'en avait jamais été moins épuisant. Mais ces instants-là, aussi irritants soient-ils, lui servaient de carburant. Elle les utilisait comme des rappels de pourquoi elle faisait tout ça, pas seulement pour elle, mais pour d'autres aussi, pour celles et ceux qu'on efface avant même d'écouter. Le jet atterrit à Genève 1 heure plus tard. Là, elle devait rencontrer un groupe d'investisseurs suisses et canadiens, intéressés à financer une nouvelle branche de Mosaïque dédiée au stockage d'énergie propre dans les zones rurales d'Afrique de l'Ouest. Un projet qu'elle portait depuis plus de 2 ans. Elle descendit les marches de l'appareil sans escorte, simplement en observant l'horizon montagneux. Dans la voiture qui la conduisait jusqu'au centre de conférence, elle sortit son carnet et griffonna quelques idées sous forme de schéma. Elle voulait inverser l'ordre habituel, faire en sorte que le pouvoir de décision soit partagé avec les communautés locales dès la conception du projet. Elle ne cherchait pas à impressionner la salle,
mais à redéfinir les règles. Elle inspira profondément. Il y aurait des résistances, des regards sceptiques encore, mais cette fois elle était prête, et elle le savait. L'inconfort n'était pas un obstacle, mais un passage obligé vers quelque chose de plus juste. Quelques jours après son renvoi brutal, Lionel Arnaud n'arrivait toujours pas à digérer ce qui s'était passé sur le tarmac d'Orly. D'un coup, plus de responsabilité, plus d'uniforme, plus de cockpit. Juste le silence pesant du vide, entrecoupé d'appels de collègues gênés qui prenaient des nouvelles, sans oser vraiment demander ce qu'il comptait faire maintenant. Pendant les premières heures, puis les premiers jours, il s'accrochait à son orgueil. À ses yeux, l'affaire était complètement disproportionnée. Il avait suivi le protocole, non? Comment pouvait-on l'accuser d'avoir mal agi alors qu'il n'avait fait que poser une simple question logistique? C'était une erreur, une tempête médiatique sans fondement. Il était convaincu d'avoir subi une injustice. Mais le calme forcé de son nouvel emploi du temps et les longues heures passées seul firent naître chez lui une autre forme de curiosité. Il commença à chercher en ligne des forums, des articles, tout ce qu'il pouvait trouver sur des situations similaires. Il voulait d'abord rassembler des éléments pour, peut-être, contester officiellement son licenciement. Mais ce qu'il découvrit le prit de court. Des témoignages, des dizaines, de femmes noires, dans l'aviation civile, dans les aéroports, dans les compagnies, un peu partout en France. Certaines empêchées d'embarquer sans raison claire. D'autres soupçonnées de fausse identité malgré des papiers en règle. Beaucoup avaient été traités avec une méfiance qu'il reconnaissait dans ses propres attitudes passées, presque mot pour mot. Au début, Lionel voulait encore se défendre intérieurement, trouver des justifications, mais plus il lisait, plus il écoutait, notamment un podcast où deux anciennes hôtesses racontaient des soupçons systématiques qu'on projetait sur elle dès qu'elle sortait des standards attendus. Plus quelque chose se fissurait en lui. Ce qu'il avait toujours appelé « être professionnel » cachait en fait un filtre invisible que lui-même n'avait pas vu, ou pas voulu voir. Il se souvenait alors du regard calme de Camille Morel sur le tarmac. Ce n'était pas un regard de surprise, c'était un regard de « encore une fois », et cette fois c'était sur lui. Il comprit que ce moment n'avait rien d'isolé pour elle, mais tout d'un quotidien. Ce soir-là, seul dans son salon, il resta longtemps face à l'écran noir de sa télévision éteinte. Il n'avait pas de plan, pas de réponse. Mais une chose était claire pour la première fois, il fallait qu'il réapprenne à écouter, pour de vrai. Au siège de Mosaïque à Marseille, Camille Morel passait ses journées entre deux fuseaux horaires, enchaînant les visios avec des partenaires de Berlin, des investisseurs de Copenhague, des ONG basées à Amsterdam. Elle travaillait à l'expansion de son réseau vers le marché européen, convaincue que l'innovation durable ne pouvait exister sans diversité réelle à sa tête. Et dans sa vision, les femmes noires avaient un rôle central à jouer, non pas comme symbole, mais comme actrices à part entière. Chaque projet mené avec des communautés locales ou des collectifs de chercheuses lui confirmait qu'une autre génération de leadership était déjà là, il fallait juste lui ouvrir les bonnes portes. Les bonnes portes, justement, s'ouvraient, mais pas sans bruit. Les contrats arrivaient, les appels d'offres étaient remportés, mais entre chaque avancée, de petits grains de sable apparaissaient. Un mail mal envoyé, une invitation oubliée, un entretien annulé sans explication. Elle n'y prêtait pas d'abord attention, trop concentrée sur les résultats. Puis, à Bruxelles, lors d'un sommet environnemental organisé par une coalition européenne influente, le sabotage fut plus net. Elle était censée intervenir en ouverture face à un public de 150 décideurs et chercheurs. 6 mois de préparation, tout était calé. Mais quand elle monta sur scène, les données projetées derrière elle étaient incohérentes, mêlant des graphiques sortis d'un autre rapport, des chiffres jamais validés. En première seconde, un frisson. Puis, le calme. Elle coupa l'écran sans une grimace et reprit son intervention de mémoire, articulant clairement, construisant ses phrases avec précision. Une demi-heure plus tard, la salle se leva. Longue ovation.
Mais elle, pendant les applaudissements, repéra dans la foule un visage qu'elle connaissait trop bien, celui d'Hugo Verret, ancien conseiller stratégique, écarté de Mosaïque 1 an plus tôt après un désaccord profond sur l'orientation politique du réseau. Il souriait, bras croisés, comme satisfait d'un test raté. Camille resta droite. Elle savait maintenant que le défi n'était plus seulement de convaincre l'extérieur, mais de nettoyer les recoins restés troublés à l'intérieur même du processus. Elle descendit de scène avec cette pensée claire. Chaque sabotage dévoile plus que les erreurs. Il montre à qui la vérité dérange. Et tant qu'il craindrait ce qu'elle incarne, elle savait qu'elle était sur la bonne voie. À Lyon, alors que l'automne commençait à déposer ses premières feuilles sur les trottoirs, Lionel Arnaud ressentait un mélange de malaise et d'urgence, intérieur qu'il n'arrivait plus à ignorer. Depuis quelques semaines, il ne dormait pas bien. Les témoignages qu'il avait lus, les mots qui restaient coincés dans sa gorge, tout tournait en boucle. Il avait tenté de discuter avec d'anciens, un collègue, mais la plupart se taisaient ou changèrent de sujet, mal à l'aise avec cette frontalité soudaine. Alors un soir, seul devant son ordinateur, il ouvrit un fichier vierge et commença à écrire. Ce qui débuta comme quelques lignes pour lui-même se transforma en une lettre ouverte. Il écrivait avec une honnêteté qu'il n'avait jamais osé assumer auparavant. Il parlait de ce qu'il avait appris trop tard, de ses réflexes qu'il croyait neutres, mais qui trahissaient bien plus, et de cet instant précis où, sans un mot, une femme l'avait mis face à lui-même. Il ne citait pas Camille Morel, mais il parlait clairement du jour à Orly, de ce tarmac, de ce basculement. Il ne cherchait pas à se justifier, juste à comprendre. Quand la lettre fut publiée sur une plateforme indépendante, il pensait qu'elle passerait inaperçue. Mais dès le lendemain, des centaines de partages commencèrent à circuler. Des pilotes, des techniciens, des membres du personnel navigant saluaient le courage du geste. D'autres, en colère, l'accusaient de trahir sa profession. Des élus, journalistes et chercheurs s'en emparèrent. Le texte fit son chemin. Dans un avion à destination de Dakar, Camille lut cette lettre d'un seul trait, écran éclairé à peine par la lumière discrète de son couloir. Elle resta immobile plusieurs minutes après avoir terminé. Elle sentait la sincérité dans les mots, et pourtant, quelque chose la retenait. Elle avait vu trop de recul après des excuses publiques, trop de promesses faites pour apaiser sans réforme réelle. Le pardon, elle le savait, n'efface pas le passé, et la réparation sans engagement peut devenir spectacle. Mais au fond d'elle, quelque chose avait bougé. Peut-être n'était-ce pas encore la confiance, mais c'était une faille dans l'armure. Une curiosité, fragile mais tenace, sur ce qu'il advient quand celui qui a été complice choisit enfin d'écouter sans exiger d'être absous. À Amsterdam, sous un ciel bas et chargé, Camille Morel essayait de garder la tête froide. Le téléphone avait vibré à peine à 6 heures du matin, et tout avait basculé. Sophia Benhamou, son ingénieure en chef et collaboratrice de la première heure, ne s'était pas présentée au centre de recherche de Mosaïque, où devait avoir lieu la dernière vérification technique du prototype d'un système de stockage autonome d'énergie. Pas d'appel, pas de message. Juste un badge désactivé, des dossiers vides et surtout aucun accès aux maquettes virtuelles hébergées sur les serveurs principaux. Camille resta silencieuse une bonne partie de la matinée. On la crut d'abord choquée, puis en colère. Mais aucun mot ne sortait. Ce qui la traversait était plus profond. Elle n'avait jamais imaginé ce genre de coup bas venir de Sophia. Depuis plus de 8 ans, elle travaillait côte à côte, parfois jusqu'à des heures absurdes, partageant doutes, idées et même des anecdotes personnelles. Il y avait eu des désaccords, oui, comme dans toute collaboration, mais jamais au point de pressentir une rupture aussi nette, aussi brutale. Les premières heures passèrent dans la confusion. Certains pensaient à une fuite concurrentielle, d'autres à des pressions politiques. Peu à peu, la suspicion s'insinua dans l'équipe. Tous les regards devenaient méfiants, chaque silence devenait suspect.
Camille, elle, passait ses soirées seule dans le petit appartement de location près du quartier de De Pipe, refaisant le film à l'envers. Chaque conversation avec Sophia lui revenait. Avait-elle raté un signe, un malentendu, une fatigue qu'elle aurait dû voir? Mais l'épuisement ne réussit pas à l'abattre. Au contraire, cette blessure, aussi vive soit-elle, devint un point d'ancrage. Elle réunit les ingénieurs les plus jeunes du programme, certaines encore en fin de doctorat, d'autres récemment intégrées, et leur proposa un plan simple, tout reprendre, ensemble, sans triche et en équipe réduite. Plusieurs nuits blanches suivirent, sans garantie de succès, mais avec un élan nouveau. Camille ne se berçait plus d'illusions. Elle n'attendait pas de loyauté aveugle, seulement une intégrité partagée. Peu à peu, une autre version du projet prenait forme, moins brillante dans sa présentation peut-être, mais plus robuste, plus ancrée. Une page s'était tournée, pas dans le fracas, mais dans la construction patiente de quelque chose de plus solide. Après 3 jours à courir entre conférences, panels et rendez-vous à Berlin lors de l'Expo internationale de l'énergie verte, Camille Morel n'avait qu'une envie, dormir 12 heures d'affilée. Mais à peine avait-elle enfilé son manteau pour quitter le centre de congrès qu'un contact canadien l'aborda. Une proposition formelle l'attendait. Une fusion avec un conglomérat mondial, aux moyens financiers quasi illimités. Il parlait en milliards d'euros, visait 4 continents, promettait accès à des laboratoires de pointe, à des ingénieurs, à des réseaux de distribution. Le genre de deal qui fait tourner la tête. Mais le contrat proposé comportait un point précis qui serrait à la gorge. Mosaic devait modifier son fonctionnement pour s'adapter aux standards internationaux. Cela voulait dire automatiser certains processus internes, réduire les collectifs de gouvernance locale, limiter les programmes éducatifs solidaires. En clair, entrer dans une logique de croissance rapide, sans les limites idéologiques, qui ralentissaient les profits. On parlait même de revoir le nom et le logo, trop orienté social, selon eux. Camille écouta tout. Elle prit les documents, promit d'y réfléchir. Ce n'était pas qu'elle ne voyait pas les avantages. Elle savait ce que ces ressources pourraient apporter à de nombreuses communautés qu'elle tentait de soutenir à petite échelle. Mais le prix était la perte de ce qui donnait du sens à tout. Le soir même, elle retrouvait ses 3 conseillers de confiance dans un ancien immeuble rénové du quartier Jordan, à Amsterdam. La salle était petite, l'air un peu humide. On y respirait un calme nécessaire. Le débat dura jusqu'après minuit. Certains voyaient l'opportunité comme un raccourci. D'autres partageaient sa réticence, mais personne ne pouvait décider à sa place. Peu à peu, dans le silence qui s'installait, elle sentit la réponse se former. Une ligne claire, droite, presque douloureuse. Non. Elle rédigea le message de refus à la main, le scanna elle-même et l'envoya sans détour. Mosaic continuerait, plus lentement, peut-être plus difficilement, mais debout. Quand elle pressa « envoyer », les regards autour d'elle cruisaient les siens, silencieux. Pas de bravo, pas de sourire exagéré, juste le respect d'un « choix net ». Debout face à la fenêtre, regardant les lumières de la ville qui réfléchissaient sur les canaux, Camille se dit qu'elle n'avait jamais voulu fonder un empire. Elle voulait ouvrir des chemins. Et pour ça, il fallait parfois refuser le monde tel qu'il est, pour ne pas trahir le monde qu'on essaie d'imaginer. À Toulouse, quelques mois après la publication de sa lettre, Lionel Arnaud vivait discrètement, loin de la frénésie médiatique qui avait brièvement entouré son témoignage. Il reprenait goût au quotidien, sans chercher les projecteurs. C'est dans ce contexte, assez inattendu, qu'il reçut un message d'une petite équipe engagée dans une organisation publique de transport aérien installée dans la région. Il travaillait à repenser les mécanismes d'intégration et de représentativité au sein du secteur. Une proposition simple, devenir leur consultant sur les questions de diversité. Sa première réaction fut de refuser. Il ne se sentait pas prêt, pas légitime.
Mais l'équipe ne demandait pas un expert parfait ni un sauveur, seulement quelqu'un capable d'ouvrir des conversations trop longtemps évitées. Après plusieurs jours de réflexion, il accepta. Non pour les titres, ni le confort d'un bureau, mais pour cette fenêtre fragile qu'on lui offrait, agir de l'intérieur. Au lieu d'observer les problèmes, comme avant, il aurait une chance de participer activement à leur transformation. Peu à peu, ses interventions trouvèrent un écho. Pas parce qu'il vendait des recettes miracles, mais parce qu'il refusait les raccourcis. Il parlait franchement, avec des exemples personnels. Il n'évitait ni la honte, ni les silences gênants. Il parlait de ses erreurs, de ce qu'il n'avait pas compris à temps, et de comment le pouvoir sans remise en question pouvait devenir un piège. Dans les amphithéâtres comme dans les petites salles de formation, les gens retraçaient leur propre parcours à travers ces mots. Il rappelait que ce n'était pas une question de cocher des cases, mais d'apprendre à poser de meilleures questions. Camille Morel, de son côté, était à Paris, concentré sur de nouveaux projets. Mais des rumeurs arrivaient jusqu'à elle. Elle entendait dire que Lionel Arnaud intervenait dans des séminaires, qu'il parlait différemment, qu'il écoutait plus qu'avant. On l'invitait même à en discuter avec lui. Elle préféra décliner, pas par rancune aveugle, mais parce qu'elle connaissait le poids d'un face-à-face trop tôt imposé. Elle avait appris à se préserver, à ne pas confondre mouvement avec vérité. Chaque chose en son temps. Elle gardait ses distances pour l'instant, mais elle savait que si les chemins devaient vraiment se croiser à nouveau, ce serait sans bruit, peut-être dans une salle anonyme, peut-être le temps d'un regard. Et rien que ça pourrait suffire pour faire bouger quelque chose. Le printemps s'installait à Marseille quand Mosaïque fut frappé de plein fouet par une nouvelle que personne n'avait vue venir. Un matin, sans préavis, une équipe d'audit externe débarqua dans les locaux accompagnée d'un courrier officiel du ministère de la Transition écologique. Officiellement, il s'agissait d'une procédure de vérification courante. Mais Camille Morel comprit assez vite que ce n'était pas si anodin. Les inspecteurs demandaient l'accès aux documents comptables sur les 5 dernières années, exigeaient des justificatifs pour presque chaque dépense supérieure à 5 000 € et fouillaient même des contrats confidentiels. L'ambiance devint glaciale. En coulisses, les soupçons allaient bon train. Plusieurs documents avaient disparu sans trace. Des accords de coopération avec d'autres start-up avaient fuité sur des forums privés. Des rumeurs de détournement circulaient sur certains réseaux professionnels. Très vite, un nom refit surface. Paul Devers, un ex-collaborateur écarté 2 ans plus tôt après une suite de conflits sur la méthode de gestion de Mosaïque. Depuis, il avait lancé sa propre entreprise dans le même secteur, moins engagée mais bien financée. Paul n'avait jamais digéré son départ, encore moins le succès de Camille. Et cette initiative d'audit, menée en toute discrétion mais étrangement orientée, portait clairement sa marque. Certains employés, frustrés ou déboussolés, commencèrent à paniquer. L'équipe logistique, déjà affaiblie depuis la tentative de sabotage du prototype, fut la plus touchée. Camille, elle, tenait debout, mais l'épuisement était visible. Les nuits blanches à Amsterdam, les négociations à Berlin, les tensions internes laissées en suspens, tout revenait au grand jour. Malgré la pression, elle refusa les décisions précipitées. Pas question de suspendre des collaborateurs, sur la base de bruit. Pas question non plus de céder aux médias qui flairaient le scandale. Elle réunit un petit groupe de travail composé de 2 comptables expérimentés, 3 membres de la cellule juridique et une ancienne directrice d'association devenue consultante. Ensemble, pendant 10 jours, ils recoupèrent données, remontèrent les chaînes de signatures, retrouvèrent les documents évaporés sur des disques externes oubliés. Finalement, les incohérences furent expliquées, les oublis corrigés, les malentendus levés. La tentative de sabotage fut documentée, et Paul identifié comme la source probable des fuites. Camille, en reprenant la salle de réunion pour clore l'affaire, ne fit pas de discours. Elle remercia simplement ceux qui étaient restés lucides. Elle savait désormais à quel point la vigilance constante était le prix d'une indépendance réelle.
À Lisbonne, le vent marin soufflait doucement sur les terrasses du quartier Belém, où se tenait un événement privé. Un de ces sommets d'entrepreneurs auxquels on n'assiste que sur invitation. Camille Morel n'avait pas spécialement cherché à y aller, mais l'invitation était arrivée par un contact de longue date et quelque chose dans le ton discret et sérieux de... L'événement l'avait convaincu. Loin des projecteurs habituels, c'était l'occasion d'observer, d'écouter et peut-être de reprendre son souffle. Ce soir-là, autour d'un grand dîner dans une ancienne librairie reconvertie en salle de réception, elle se retrouva assise en face de Margot de la Tour. Rien ne semblait lier les deux femmes au premier abord. Margot, issue d'une très vieille famille industrielle du nord de la France, dirigeait un groupe tentaculaire dans le domaine des télécommunications et de l'aéronautique. On disait d'elle qu'elle ne souriait que rarement et qu'elle n'aimait pas les journalistes. Un silence poli s'installa entre elles pendant les premières assiettes. Ni froideur, ni malaise. Juste deux femmes observant. Puis, sans vraiment attendre de réaction, Margot lâcha calmement « Je suis née dans un empire qu'on m'a appris à conquérir, mais jamais à habiter. » Camille leva les yeux. Ce n'était pas une confession, ni un cri du cœur, plutôt une vérité posée là, comme un poids qu'on porte depuis longtemps sans vraiment le questionner. Les mots résonnèrent. Elles parlèrent plus après cela. Pas longtemps, mais avec une rare clarté. Margot, lui, proposa quelque chose d'inattendu, une codirection d'un nouveau conglomérat énergétique européen orienté vers les infrastructures durables. Un projet colossal. Du reste, les conditions étaient dures. Pour y entrer, Camille devait accepter de fusionner Mosaïque dans l'ensemble du groupe, de perdre une partie de son autonomie, de renoncer au nom même de ce qu'elle avait fondé. Elle n'accepta pas tout de suite. Elle relut les termes. Elle comprit la portée. Dans les jours qui suivirent, alors qu'elle était de retour à Lyon, elle repensa souvent à cette phrase de Margot. Elle comprit que grandir ne signifiait pas toujours tout sacrifier, mais qu'il fallait parfois changer de regard pour mieux choisir ce qu'on voulait garder. La liberté pouvait prendre plusieurs formes, mais elle ne valait rien sans un ancrage réel. De retour à Toulouse, Camille Morel mit tout en œuvre pour lancer un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps. Après des mois de bataille contre les obstacles internes et les grandes décisions stratégiques, elle avait envie de créer quelque chose de simple, accessible et profondément utile. Et cette fois, elle voulait agir dès la racine. C'est ainsi qu'était né le Tremplin, un fonds d'investissement réservé aux femmes noires entrepreneuses, avec un accompagnement sur mesure, des mentors sélectionnés et un réseau de soutien sur le long terme. Pas de quotas, pas de marketing, juste une structure pensée pour durer. Le jour de l'inauguration, le bâtiment prêté par une coopérative locale débordait d'énergie. Dès le matin, la file des candidates faisait presque le tour du pâté de maison. Certaines étaient venues de Marseille, d'autres de banlieue d'Île-de-France, d'autres encore de plus loin, en covoiturage ou en train de nuit. Elles portaient des idées, des projets, des rêves parfois à peine formulés. Il y avait des stylos éco-conçus, des applications éducatives pour enfants, des boulangeries sociales, des plateformes de santé communautaires. Et surtout, il y avait leurs histoires. Camille passait de groupe en groupe, écoutant, prenant des notes. Elle reconnaissait chez beaucoup d'entre elles des morceaux d'elle-même, quand elle n'avait encore ni carnet d'adresse, ni soutien financier, ni repères clairs. À chaque récit, elle voyait ce que le monde refusait souvent de regarder, la ténacité silencieuse, les inventions improvisées, les nuits sans sommeil passées à tordre des limites impossibles. Vers la fin de la journée, après les discours, les photos et la remise symbolique des premières bourses, elle se retira un moment dans un petit coin, derrière la scène, dans une loge simple au mur blanc. Elle s'assit, retira ses chaussures, ferma les yeux. Quelques larmes coulèrent, pas de tristesse, juste un trop-plein. Enfin, elle avait le sentiment de bâtir un espace qui n'existait pas avant elle, un endroit concret où d'autres pourraient commencer sans devoir tout affronter seuls.
Les voix des participantes résonnaient encore dans le couloir. Dans ce tumulte léger, elle perçut autre chose. Une espèce de relais, un mouvement en marche. Elle comprit que cette fois, ce n'était plus seulement son histoire. C'était un début partagé, et ça valait tous les combats. À Paris, entre deux enquêtes sur les coulisses du pouvoir économique, la journaliste Claire Virmont tombait sur un fil qu'elle n'avait pas prévu de suivre. Cela avait commencé par un simple témoignage, au détour d'une interview sur les dynamiques de genre dans les conseils de direction. Une entrepreneuse anonyme évoquait ces silences obligés, ces réunions où l'on sourit pour rester dans la pièce, avant de citer le nom de Camille Morel. Claire avait entendu parler d'elle, bien sûr, mais elle ne s'était jamais penchée sérieusement sur son parcours. Ce jour-là, elle décida de creuser. Pendant plusieurs semaines, Claire remonta le fil de Mosaïque, lisant des articles anciens, des décisions publiques, épluchant les archives d'entretiens passés. Ce qui l'intriguait, ce n'était pas le succès entrepreneurial en soi. Il y en avait d'autres. C'était la constance de la retenue, la volonté visible de contrôler le récit. Pas de pause dans les magazines lifestyle, très peu de présence sur les réseaux sociaux, une discrétion presque agressive. Ce mystère-là avait de quoi réveiller l'instinct d'enquêtrice qu'elle n'avait jamais vraiment mis en veille. Quand Claire demanda une rencontre officielle avec Camille, celle-ci mit du temps à répondre. Elle n'esquivait pas mais voulait comprendre. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Lorsqu'elles finirent par se retrouver dans un petit bureau prêté par un collectif d'associations, la conversation fut directe. Claire expliqua son intention sans détour, exposer les obstacles encore invisibles dans les milieux de pouvoir, pointer ce qu'on n'ose pas dire haut quand on veut grimper sans heurter. Camille écouta, attentive, mais posa aussitôt ses conditions. Pas de phrases sorties de leur contexte, droit de relecture complet, aucun effet dramatique sur sa vie privée. Elle voulait que ces mots restent les siens. Claire accepta, à contre-cœur, consciente que l'équilibre serait délicat. Avant de partir, elle ajouta calmement « Tu sais, parfois, le silence est aussi un message. Si tu ne racontes pas ton histoire, d'autres le feront à ta place. » Camille ne répondit pas tout. De suite, elle savait que l'enjeu dépassait son propre confort. Les jours suivants furent chargés de doutes. Ce n'était pas la peur du scandale, c'était la peur de simplifier les choses, de gommer les nuances, mais aussi la possibilité, discrète, que ce récit serve à d'autres. Et ça, peut-être que ça valait d'y penser plus sérieusement. Un matin d'hiver, alors que le brouillard couvrait encore les rails autour de Toulouse-Matabiau, Camille Morel reçut un message qu'elle n'attendait plus. Marisa Fontaine, l'ingénieure en chef du projet précédent, celle dont le prototype avait échoué spectaculairement 6 mois plus tôt, demandait un rendez-vous. Elle disait avoir quelque chose de solide à montrer. Pas un discours, pas une idée, mais un nouveau prototype, revu de fond en comble. La dernière fois, l'échec avait été dur. Le projet était prometteur, les essais presque réussis, mais la structure n'avait pas tenu. Il y avait eu une surchauffe, des soupçons d'erreur humaine, et surtout une perte de confiance dans l'équipe. Marisa, accusée à demi-mot, s'était éclipsée. Plus de nouvelles depuis. Camille hésita. Elle savait que le reste de l'équipe gardait un goût amer de l'épisode. Certains avaient mis des semaines à retrouver le rythme. Mais il y avait quelque chose dans le ton du message, une sincérité humble, sans excuses inutiles, qui la poussa à répondre « oui ». Quelques jours plus tard, dans une salle de conférence au sein du centre de recherche, Marisa entra avec son sac, à roulettes et son calme habituel. Elle salua sans détour, déplia ses notes et sortit le nouveau prototype. Plus compact, mieux isolé, avec des composants testés individuellement dans des labs certifiés en Belgique et en Allemagne. Les ingénieurs n'applaudirent pas. Ils observaient, sérieux, presque silencieux. Pendant plus d'1 heure, elle détailla méthodiquement les failles du modèle précédent, les ajustements appliqués, les validations obtenues. Aucune esquive. Aucune accusation détournée, juste les faits. Quand elle termina, personne ne bougeait vraiment.
Camille fixa l'objet sur la table. Puis d'un ton simple, elle dit « On va le tester ». Cette décision n'était pas un geste de foi aveugle. C'était un choix réfléchi, mûri par l'expérience. Elle savait que le progrès ne venait pas seulement de ceux qui réussissaient du premier coup, mais aussi de ceux qui avaient chuté et qui avaient eu le courage de revenir. En reconnaissant la ténacité de Marisa, Camille confirmait aussi les valeurs qu'elle voulait défendre, des lieux où l'on peut échouer sans être effacé. Le prototype serait bientôt mis à l'épreuve sur le terrain, et à l'instant même, quelque chose avait déjà changé dans l'air de la salle. Une tension cédait la place à une forme discrète d'espérance. Au pied des Pyrénées, non loin de Saint-Lary-Soulan, Camille participait à un cours, séjour de retraite organisé par un cercle de femmes qu'elle connaissait à peine. On lui avait parlé de cet endroit comme d'un lieu paisible, sans réseau mobile ni agenda précis. Juste quelques jours pour respirer, marcher en forêt, manger simplement et laisser le silence parler un peu plus que d'habitude. Elle n'était pas venue chercher une révélation. Elle voulait juste poser ce que les derniers mois avaient soulevé en elle et voir ce qui restait. Le 4e matin, après une longue marche jusqu'à un col effleuré par la brume, les participantes se réunirent pour un rituel de silence inspiré de chants traditionnels gascons. Camille, les yeux fermés, sentit quelque chose remonter sans qu'elle l'invite. Un souvenir d'enfance, un visage, celui de son aînée, Élodie. Cela faisait presque 8 ans qu'elle ne s'était pas parlé, pas pour une dispute claire. C'était pire que ça, une suite de petits malentendus, d'attentes non dites, de silences qu'on laisse s'installer jusqu'à ne plus savoir comment les briser. Dans ce moment suspendu, entre le souffle du vent et les harmonies anciennes, Camille sentit une douleur ancienne se rouvrir, pas violente mais tenace, ce manque d'explication, ce mot jamais dit, cette envie de se retrouver sans savoir comment. Elle rentra seule au chalet, prit un carnet et écrivit. Pas un discours, pas une justification, juste ce qu'elle ressentait. Elle parla du vide, de la tendresse qui ne mourait pas malgré la distance, de la fatigue de prétendre que cela ne comptait plus. Elle relut la lettre une fois. Elle n'enleva rien. Puis elle la glissa dans une enveloppe, écrivit l'adresse d'Élodie à Lyon. Elle la connaissait toujours, et la déposa auprès du responsable du centre qui descendait chaque matin jusqu'au village. Aucun mot d'attente, aucun espoir donné, mais un geste. Le lendemain, elle se leva plus légère. L'espace fermé dans sa poitrine depuis des années semblait avoir respiré un peu. Elle n'avait pas encore reconstruit le lien, mais elle avait tendu une main. Et cette main, même dans le silence, avait sa propre vérité. Parfois, une lettre suffit pour commencer à recoller ce qui s'effrite à force d'oubli. À Lille, pendant les journées de la grande foire Ecotech France, l'équipe de Mosaïque devait présenter l'un de ses projets les plus attendus, un générateur compact d'énergie propre, pensé pour les zones rurales isolées. Le stand, monté la veille dans le hall central, brillait de professionnalisme. Tout avait été soigneusement préparé, vidéo explicative, prototype fonctionnel et intervention planifiée au quart d'heure près. Un créneau en fin de matinée, dans la salle principale, devait marquer leur retour après de longs mois de silence. Technique, mais à peine 2 heures avant le passage sur scène, Camille sentit un frisson d'alerte passer parmi les membres de l'équipe. Quelqu'un venait de signaler un bug d'affichage sur l'un des écrans. Puis, un autre fichier refusa de s'ouvrir. Les schémas de simulation, pourtant enregistrés localement, semblaient corrompus. Et comme si ça ne suffisait pas, 2 collaborateurs assignés aux démonstrations manquaient encore à l'appel. Aucun appel, aucun message. Camille consulta rapidement les journaux de connexion. Rien de normal. L'hypothèse d'un sabotage technique n'était pas absurde. Face à l'agitation ambiante, plusieurs proposèrent d'annuler purement et simplement la présentation. Trop de risques, trop peu de temps. Mais alors que le doute planait, c'est Marisa qui prit la parole, calme mais ferme. Elle se posta au centre du stand, attrapa l'une des valises techniques et dit
Donnez-moi, 20 minutes, je vais refaire la démo avec ce qu'on a sous la main. Elle retroussa ses manches, ouvrit des boîtes de composants restées dans le fond d'un chariot et organisa une table de test de fortune. Un vieux panneau solaire de secours, une batterie de secours, 2 fils mal isolés récupérés sur un ancien câble de charge. Le public commençait déjà à se rapprocher. L'équipe, d'abord tendue, se mit à aider comme elle pouvait. Camille resta en retrait, observant, les bras croisés mais le cœur battant. Quand Marisa monta sur la petite scène avec un micro, le montage tremblait un peu, mais il tenait. Elle expliqua, simplement, ce qu'elle allait faire. Elle alluma le module, plaça une lampe pour simuler la lumière solaire, et le système se déclencha. Pas pour longtemps, mais juste assez. La salle, d'abord figée, éclata en applaudissements. Camille regarda Marisa. Elle ne dit rien sur le moment, mais son regard parlait pour elle. Merci. Pour le courage, pour l'ingéniosité, et surtout, pour n'avoir pas fui. Ce jour-là, ils n'avaient pas seulement réussi la démo, ils avaient réparé autre chose d'encore plus précieux. Quand Claire Virmont reçut l'email du comité éditorial de la Tribune Nouvelle, elle comprit aussitôt ce qui l'attendait. Le ton était neutre, presque courtois. Une réunion exceptionnelle compte tenu des échanges récents avec nos partenaires. Derrière ces mots lisses, elle reconnaissait la pression. Depuis quelques semaines, sa série d'enquêtes sur les discriminations systémiques dans les grandes entreprises, appuyée en partie sur le parcours de Camille Morel, avait commencé à créer du remous, des appels de juristes, des silences, et surtout une gêne visible chez certains annonceurs majeurs. Lors de la réunion, les choses se dirent sans vraiment se dire. On parla de ton mal calibré, de timing peu opportun, de risque de diffamation. Puis enfin, le couperet. Mise en retrait temporaire, congé payé imposé, temps pour réfléchir à la suite. Traditionnelle suspension déguisée. Claire rentra chez elle, dégoûtée mais pas surprise. Elle s'était préparée à ça. Ce qui la touchait, c'était surtout de voir son travail stoppé là, en suspens. Des mois d'investigation. Des récits récoltés un par un puzzle long et difficilement assemblé, et maintenant le vide. Camille apprit la nouvelle par un appel d'un ancien collègue. Elle resta silencieuse un moment, puis demanda directement à contacter Claire. Elles se retrouvèrent dans un café discret à Montreuil. Le regard de Claire, d'habitude si assuré, était un peu fatigué. Camille ne tourna pas autour du pot. Il faut que ton travail sorte. Si les grands groupes bloquent, alors on le diffusera autrement. Podcast, réseau, plateforme libre, ce que tu veux. J'ai des contacts, des relais sûrs. Claire hésita. Elle n'avait jamais diffusé quoi que ce soit sans l'appui d'une rédaction structurée. Puis elle leva les yeux. Tu sais ce que ça peut me coûter? Camille haussa les épaules. Et moi, tu crois que ça me coûterait quoi de me taire? À cet instant, leur relation bascula. Ce n'était plus une histoire entre une journaliste et une source. C'était devenu un engagement commun. Une volonté de laisser exister quelque chose que d'autres voulaient enterrer. La vérité, elle le comprenait maintenant, n'appartenait pas à celles ou ceux qui la découvrent, mais à ceux qui ont le courage de l'exposer, même quand tout pousse à détourner le regard. Ce soir-là, une nouvelle route se dessinait, hors des lignes imprimées. Quelques semaines après les remous causés par la tentative de censure, de l'enquête de Claire, alors que la stabilité semblait doucement revenir au sein de Mosaïque, Camille reçut un appel inattendu. C'était Antoine Lefebvre, ancien, associé des débuts, figure controversée avec laquelle elle n'avait plus de relation depuis plusieurs années. Il ne perdit pas de temps et alla droit au but. Un fonds international cherchait à investir massivement dans les technologies durables françaises et Mosaïque était dans leur ligne de mire. Fusion ou expansion à l'étranger, promesses de financement colossaux. Sur le papier, tout semblait alléchant. Camille se méfiait. Elle demanda à recevoir les premières ébauches par écrit. Lorsqu'elle reçut les documents, elle s'enferma dans la salle de réunion principale et passa 3 heures à les lire, surligneur à la main, à mesure que son estomac se nouait. Les termes étaient habilement choisis.
Derrière les promesses de croissance se cachaient des clauses qui fragilisaient tout ce qu'elle avait construit. Cession partielle de la gouvernance, séparation de certains pôles internes, obligation d'un alignement culturel avec les pratiques du groupe mère, un euphémisme pour dire que les valeurs maison passeraient à la trappe. Elle convoqua rapidement une réunion avec ses responsables juridiques, financiers, mais aussi quelques salariés de longue date. Elle voulait tout peser, pas juste le risque légal ou le rendement espéré. Elle écouta les voix tremblantes, les arguments froids, mais aussi les silences lourds. Elle consulta aussi Claire, désormais une alliée proche, pour prendre du recul symbolique sur ce que représentait cette manœuvre. Perdre le nom Mosaïque, ou même une partie de son essence, ne lui semblait pas un prix acceptable, même pour tripler leur valeur. 48 heures plus tard, Camille envoya une réponse concise et ferme à Antoine. Elle refusait. Non pas par peur, elle n'en avait plus depuis longtemps, mais parce qu'elle comprenait enfin que certaines décisions scellent l'âme d'un projet. Et la sienne n'était pas à vendre. Ce refus, au fond, était bien plus qu'un acte de gestion, c'était un détachement. Elle rompit là avec un passé qui avait trop pesé. En mettant un terme définitif aux influences d'Antoine sur l'entreprise, Camille tournait une page. Mosaïque restait indépendante, vivante, parfois fragile, mais libre. Et pour elle, c'était là la vraie victoire. Le palais des congrès de Lyon bourdonnait de monde ce jour-là. C'était l'ouverture du Salon national des industries durables, un événement rassembleur où patrons, innovateurs, chercheurs et élus échangeaient sur les directions à venir. Camille Morel, invitée comme intervenante principale au panel Leadership au féminin et transition écologique, savait que sa présence était remarquée. Après les récentes prises de position de Mosaïque et les tensions survenues avec certains acteurs du secteur, elle ne s'attendait pas à une ambiance chaleureuse. Mais elle ne s'attendait pas non plus à ce qui allait suivre. À la table ronde trônait aussi Béatrice Guimard, ancienne directrice d'un grand cabinet de stratégie, mentor de Camille à ses débuts. Elle ne s'était pas croisée depuis longtemps. Les premières minutes furent polies, presque cordiales. Puis, subtilement d'abord, Béatrice commença à glisser des remarques. Elle ironisa sur les effets de mode autour de l'inclusion, sur les subventions, les quotas, les tendances, ou que selon elle, des profils comme Camille savaient très bien surfer. Elle parla de résultats flous, de visibilité au détriment de solidité. Certains rirent un peu, mal à l'aise. Dans la salle, on sentit une tension se lever. Camille resta droite. Elle attendit que Béatrice termine. Puis elle prit le micro. Pas de haussement de voix, juste une clarté tranchante. Je comprends que certains puissent croire que si l'on n'avance pas comme eux, c'est qu'on ne sait pas marcher. Pourtant, en 9 ans, notre structure a permis à plus de 200 foyers isolés d'avoir accès à une énergie propre. Nous avons formé, accompagné, publié, collaboré. Ce n'est ni du marketing, ni de la charité, c'est un projet. Et j'assume, oui, de faire autrement, pas contre les autres, mais avec ceux qu'on oublie trop souvent dans vos colonnes de chiffres. Un silence, puis quelques applaudissements, hésitants, puis plus francs. Une vidéo de l'intervention finit dans les heures suivantes sur les réseaux. La séquence devint virale, reprise par plusieurs médias. Mais pour Camille, ce n'était pas ça qui comptait. Ce qu'elle gardait, c'était ce moment précis, face à une salle partagée, où elle n'avait pas baissé les yeux. Elle avait répondu sobrement, sans chercher la vengeance ni l'humiliation. Elle avait parlé vrai. Et parfois, dans le vacarme poli des salons d'affaires, c'est la sincérité qui résonne le plus fort. Lors d'un forum sur l'innovation sociale organisé à Marseille, entre les stands colorés, les débats décontractés et les ateliers participatifs, Camille ne s'attendait pas à croiser Thomas Lemoine. Il était là, en retrait près d'un kiosque de presse, discutant calmement avec un petit groupe de professionnels. Elle le reconnut aussitôt, même si plusieurs années avaient repassé. Il avait changé, moins rigide dans l'attitude, regard plus posé, comme s'il portait moins ce costume invisible d'arrogance qu'elle lui avait toujours connu. Leurs regards se croisèrent.
Il n'hésita pas longtemps avant de s'approcher. Il ne tendit pas la main tout de suite, ni ne lança de banalité. Il dit juste « J'aimerais te parler, si tu veux bien ». Elle hocha la tête, curieuse, prudente. Ils s'éloignèrent. De l'agitation, trouvèrent une table en retrait, près d'un food truck. Thomas parla franchement. Il n'essaya pas de se justifier. Il admit ses erreurs d'avant, ses jeux d'ego, sa part dans certains moments sombres de Mosaïque. Puis il lui expliqua pourquoi il était là. Depuis quelques mois, il avait été sollicité pour auditer discrètement des structures similaires et certains signaux faibles visibles chez Mosaïque, fuite d'informations, incohérences dans des comptes rendus internes, sabotage numérique non résolu, faisaient penser à une action organisée. Il voulait aider à comprendre ce qui se passait de l'intérieur. Camille l'écouta sans interrompre, posant seulement 2 ou 3 questions précises. Elle n'était pas naïve, mais quelque chose dans la posture de Thomas lui parlait. Pas une rédemption. Il n'avait pas demandé à être pardonné. Juste une intention claire et surtout beaucoup de retenue. Elle savait qu'accepter son aide était un risque, mais elle savait aussi que rester sur la défensive trop longtemps épuisait une équipe, brouillait les signaux clairs. Alors, elle dit oui. Bas les bras grands ouverts, mais un oui net, cadre posé. Cette décision, elle le sentait, allait changer quelque chose, pas seulement dans l'enquête sur les sabotages, mais aussi dans sa façon à elle de diriger. Reconnaître l'utilité d'un ancien adversaire, ce n'était pas faire la paix à tout prix. C'était faire confiance à ce que l'on avait appris, et lentement, dans cette alliance encore fragile, Mosaïque entrait dans une nouvelle étape, faire de ses cicatrices des instruments d'écoute, de vigilance et peut-être un jour de confiance retrouvée. Quand Camille reçut la proposition officielle du groupe Hélion, elle resta longtemps sans répondre. C'était une lettre soignée, bien formulée, accompagnée d'une offre vertigineuse. Prendre la tête du nouveau pôle européen de développement durable avec des moyens colossaux, une équipe internationale, un siège à Bruxelles et surtout un pouvoir d'influence immense. À première vue, c'était tout ce que n'importe quel entrepreneur aurait pu souhaiter. Thomas lui glissa même en plaisantant « T'as gagné, t'es dans la cour des très grands ». Mais Camille souriait à peine. Elle savait que dire oui, ce serait effacer doucement ce qu'elle avait mis des années à défendre. Elle relut la lettre plusieurs fois, seule, à son bureau à Ivry. Puis elle prit une feuille, lista ce qu'elle pourrait accomplir en acceptant. Ensuite, elle en fit une autre, ce qu'elle perdrait, l'indépendance, l'espace pour expérimenter, pour faire, sans devoir justifier chaque étape devant un conseil de surveillance. Toute l'énergie qu'elle avait dépensée à créer quelque chose de plus souple, plus humain, risquait d'être figée dans la structure rigide d'un conglomérat. Le nom Mosaïque avait déjà fallu défendre chèrement. Elle voulait plus que ça. Elle déclina poliment, par une lettre manuscrite. Et dans les jours suivants, en silence, elle lança les fondations de quelque chose de nouveau. Un lieu d'accueil et d'accompagnement pour les initiatives portées par des profils trop souvent ignorés. Elle appela ça « Nuée libre ». Ce ne serait ni une entreprise au sens classique, ni une association. Une structure hybride, une incubatrice ouverte, pensée pour soutenir les voix minoritaires dans le monde de l'innovation. Pas de modèle figé, pas de diplôme requis, des idées, de la vision, du terrain, c'est tout ce qu'elle voulait. Le lancement eut lieu à Nantes, dans une ancienne fabrique transformée en espace culturel. L'ambiance était électrique, mais simple. Pas de grande scène. Juste une lumière douce, quelques improvisations musicales, et un public debout, attentif. Camille prit la parole pour clore la soirée. Elle regarda autour, prit une inspiration et dit « Avoir des ailes, c'est beau, mais savoir où poser ses pas, c'est ça, être libre. » Il y eut un silence, puis des applaudissements francs, longs, chargés. Ce n'était pas une fin, pas un triomphe, mais une certitude douce. Elle n'avait pas fui le système, elle avait osé bâtir autre chose.